à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 4 de Polomique consacré au thème passionnant de l'héritage. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième épisode consacré au thème peu étudié mais pourtant crucial, des modes alternatifs de règlement des conflits en matière successorale. Les MARD englobent un ensemble de méthodes de résolution des conflits qui tentent d'éviter le recours à des procédures judiciaires. Parmi ces méthodes, on trouve principalement la médiation, la conciliation, le droit collaboratif, mais aussi d'autres méthodes qui encouragent le dialogue, la collaboration et la recherche de solutions mutuellement acceptables. Dans le cadre des successions, où les enjeux financiers, patrimoniaux et émotionnels sont particulièrement importants, les MARD permettent aux parties de maintenir un certain contrôle sur l'élaboration d'une solution, tout en préservant autant que possible les relations familiales. Dans cet épisode, nous vous exposerons les fondements théoriques et pratiques qui encadrent aujourd'hui les MARD en matière successorale, en vous proposant certains axes d'amélioration pour favoriser encore davantage le recours à ces derniers. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir deux avocates du cabinet Accordance, Maître Gaffinel et Maître Bertin Hennes, qui vont nous apporter leur vision sur ces problématiques. Les conflits liés aux successions peuvent se manifester pour diverses raisons. Parmi les conflits les plus courants, on retrouve les désaccords sur le partage des biens, les divergences d'interprétation des dispositions testamentaires, les querelles familiales préexistantes qui peuvent se répercuter sur le règlement de la succession, les contestations concernant la validité du testament ou des actes de la succession qui peuvent être liés à l'état de santé du défunt au moment de l'écriture, ou encore le fait que certains héritiers considèrent que des actifs ont disparu, donc des soupçons de recel successoral. Si quand vous entendez le mot succession, vous pensez à l'image du notaire qui jette l'éponge devant les héritiers qui se disputent, rassurez-vous, une succession peut tout à fait se régler à l'amiable. Même dans les successions complexes, un accord amiable peut être trouvé et permettra d'éviter des années de procédures longues et complexes et des frais d'avocat importants. Quels sont donc les avantages de l'amiable en matière successorale ? Le recours à des méthodes amiables de règlement des différends présente plusieurs avantages significatifs dans le contexte successoral. Tout d'abord, cela permet de préserver les relations familiales, en évitant les procédures judiciaires souvent très longues, éprouvantes et coûteuses. En favorisant le dialogue et la collaboration entre les parties, les MARD offrent également une plus grande flexibilité et une personnalisation dans la recherche des solutions. De plus, ils permettent de maintenir un certain contrôle sur le processus et les résultats, contrairement aux décisions qui sont données par un tribunal. Cela permet donc une meilleure adhésion à la solution. Ensuite, les MARD favorisent généralement des solutions durables et satisfaisantes pour toutes les parties impliquées, tout en réduisant les risques de contentieux futurs. La loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIe siècle a marqué un tournant dans la reconnaissance de la promotion des MARD. Cette législation encourage explicitement le recours à la médiation et à la conciliation comme moyen préférentiel de résolution des différends. Nous allons voir que dans certains cas, le fait de tenter de trouver une solution à l'amiable avant d'aller devant le juge est une obligation. La voie du règlement amiable des différends est déjà privilégiée dans notre droit positif, puisque le recours à une tentative amiable est obligatoire dès lors qu'une demande en justice envisagée est égale ou inférieure à 5 000 €. Dans le cadre du contentieux successoral lié au partage, certaines formalités préalables sont désormais imposées par la loi avant de pouvoir engager une procédure judiciaire. L'article 1360 du Code de procédure civile impose que toute assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Cette dernière obligation processuelle exigée par la loi impose aux héritiers de tenter de trouver une solution amiable en privilégiant les MARD avant d'aller devant le juge. Tout d'abord, nous avons la médiation qui se déroule en 3 phases. La première phase est une phase préparatoire pendant laquelle il s'agira de déterminer le lieu de rencontre des parties. La seconde phase est une phase d'analyse et d'écoute pendant laquelle le médiateur prendra note des demandes des parties. Les informations divulguées pendant cette phase sont confidentielles. Ainsi, elles ne pourront être divulguées à des tiers ou être utilisées lors d'instances judiciaires futures sans l'accord des parties. La troisième phase est une phase de résolution des différends pendant laquelle le médiateur proposera des solutions pour résoudre le différend entre les parties. Dans la médiation, les parties peuvent se faire librement assister par un avocat. Cet avocat peut également être le médiateur, de même que le notaire s'il dispose de la formation adéquate. C'est un réel avantage de la médiation car l'avocat pourra participer à la rédaction de l'accord. Comme vous l'aurez compris, la médiation
est confidentielle, peu onéreuse et rapide. Néanmoins, elle est soumise à la bonne volonté des parties. Ainsi, si l'une des parties n'est pas de bonne volonté, il pourra freiner la médiation. Il faut maintenant évoquer la conciliation que les parties peuvent choisir librement en cas de conflit. Le conciliateur, qui est désigné librement par les parties, proposera un projet de solution sans avoir l'obligation de rapprocher les parties entre elles. En cas d'accord signé, le conciliateur devra le déposer au tribunal compétent afin de l'enregistrer. Le juge pourra homologuer cet accord sur requête des parties. En cas d'échec de conciliation ou de tentative de conciliation impossible, il sera toujours envisageable de saisir le juge compétent. Ce MARD est gratuit, à contrario de la médiation, puisque le conciliateur est bénévole, ce qui est un réel avantage. Le droit collaboratif se fait en présence de 2 avocats ou de 2 notaires qui sont spécialement formés. Les acteurs de ce processus s'engagent par une charte collaborative à respecter les principes cardinaux de ce MARD que sont la confidentialité, la courtoisie, la transparence et le respect de l'autre. Ce MARD se déroule en 5 étapes, que sont le récit et l'état des lieux, la recherche des besoins fondamentaux de chacune des parties, les éléments objectifs du différend, puis les options et les offres. 3 solutions minimum doivent être proposées par chacune des parties. L'avantage de ce MARD est que chacune des parties peut s'impliquer davantage. Bien que les MARD soient de plus en plus privilégiés, le système pourrait favoriser encore davantage ces procédures amiables en adaptant la loi. Nous avons donc élaboré plusieurs propositions en ce sens. Tout d'abord, nous pensons qu'il serait préférable d'avoir un enseignement dédié à ces procédures amiables dès la licence, parce que les étudiants en droit sont les futurs juristes de demain et nous sommes très peu formés sur le sujet. Ensuite, nous pensons qu'il serait utile d'étendre l'exigence de tentative amiable de l'article 1360 du Code de procédure civile au-delà du partage, parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, le partage n'est pas la seule cause de contentieux successoraux. Il y a divers autres points de départ, alors que l'article 1360 du Code de procédure civile ne concerne que le partage. Par conséquent, nous proposons d'étendre cette obligation de tentative amiable aux autres causes de contentieux, comme pour la remise en cause d'un testament, par exemple. Une autre proposition serait de renforcer l'exigence de tentative amiable posée par l'article 1360 du Code de procédure civile. En effet, cet article prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 17 mai 2022, précise ainsi que cette tentative doit être sérieuse et conséquente. Néanmoins, cette expression de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable manque de précision quant à l'exigence attendue. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2021, prévoit quant à elle que le simple fait de se rendre chez le notaire ou de parler de cette tentative ne suffit pas et qu'il faut un minimum d'engagement de tentative amiable. Ainsi, nous proposons de renforcer cette exigence de tentative amiable dans les textes en inscrivant l'obligation d'un réel processus d'amiable. En effet, la simple proposition, la simple tentative ne suffirait pas. Il faudrait apporter la preuve d'un réel processus déjà engagé qui aurait finalement échoué. À ce renforcement de la tentative amiable pourrait être ajoutée une sanction pécuniaire qui serait attachée au règlement de la succession en cas de manquement de bonne foi ou de coopération des héritiers dans le partage amiable. Enfin, une dernière proposition tiendrait à l'exclusion d'un héritier qui bloquerait de manière injustifiée la tentative amiable. En effet, lorsqu'un héritier empêcherait la tentative amiable ou la bloquerait sans motif légitime, celui-ci pourrait se voir exclu du partage amiable. Il conserverait bien entendu ses droits à la succession, mais ne pourrait plus s'exprimer dans la proposition d'amiable. Néanmoins, le notaire serait là pour veiller à ce que celui-ci conserve ses droits dans la succession et que le partage reste équitable. Un autre système serait de prévoir la représentation de cet héritier exclu, à l'image du système de représentation de l'héritier absent. Ici, ce serait donc un représentant qui veillerait aux intérêts de cet héritier et aux droits de celui-ci et qui participerait au partage. Là encore, le notaire serait là pour garantir que le partage est équitable et que les intérêts de chacun ont été respectés. Un dernier système serait de mettre fin au consensus obligatoire en matière de partage amiable. En effet, à l'heure actuelle, tous les héritiers doivent être d'accord pour que le projet amiable soit validé. L'idée serait de passer à une majorité qualifiée qui suffirait, en cas d'accord d'un nombre suffisant d'héritiers, pour que le partage amiable soit validé, là encore sous validation du notaire. Enfin, on pourrait imaginer là aussi une sanction pécuniaire pour l'héritier qui bloquerait de manière injustifiée et volontaire un partage amiable.
Maintenant que nous avons posé le cadre juridique et théorique qui entoure les modes alternatifs de règlement des différends en matière de succession et que nous avons imaginé quelques solutions pour privilégier encore plus ces solutions amiables dans les contentieux successoraux, nous allons pouvoir nous confronter à la pratique grâce à l'intervention de 2 avocates en droit de la famille, dont l'une est également médiatrice. Vous avez créé un cabinet de droit de la famille portant le nom Accordance Avocat, ce qui démontre votre volonté de trouver des accords et donc l'importance des mardes. Pouvez-vous nous parler de votre inspiration derrière ce nom et de la démarche qui vous a conduit à créer un cabinet axé sur la recherche d'accords en matière de droit de la famille ? En fait, ce qui était important aussi, c'est que l'identité, qui est vraiment notre marque de fabrique, apparaissent d'emblée dans l'appellation, l'intitulé du nom du cabinet. Et donc, le mot d'accordance était un nom qui est un mot de l'ancien français qui signifie accord pérenne. Et puis, par ailleurs, c'est un mot qui fonctionne en langue anglaise, puisque voilà, donc ça peut également se dire en anglais. Et donc pour ces raisons-là, on s'est dit que finalement ça marquait l'identité du cabinet. C'est un nom qui marque tous nos interlocuteurs, que ce soit nos clients déjà pour commencer, mais aussi nos confrères, les notaires et les magistrats. Quand on va plaider et que la greffière appelle le cabinet Accordance, d'emblée, notre identité est plus que dévoilée, elle est affirmée. Pourquoi pensez-vous que les mardes ne sont pas encore très répandues en matière successorale ? Quels sont selon vous les principaux obstacles ? Alors je dirais que le premier obstacle, c'est la complexité de la matière. C'est une matière le droit des successions est une matière qui est très technique, qui n'est pas énormément pratiquée. Il n'y a pas beaucoup de confrères qui se spécialisent en droit des successions. C'est une matière qui fait un peu peur, de par sa complexité, les mécanismes divers. Ça, c'est un premier obstacle. Un second obstacle serait le nombre d'interlocuteurs, c'est-à-dire que dans un conflit familial de couple, il y a 2 parties. En matière successorale, le nombre de parties, le nombre d'interlocuteurs que vous pouvez avoir peut rendre plus difficile le fait de se mettre autour d'une table et d'arriver à échanger dans de bonnes conditions. Toujours sur ce même sujet, pensez-vous qu'il serait bénéfique d'inclure une formation spécifique sur les mardes pour les étudiants en droit, peut-être dès la licence de droit ? Et pensez-vous également que les professionnels soient assez formés sur ces questions ? Et c'est vrai que ça serait probablement très intéressant que les étudiants, dès le stade peut-être, dans leur cursus universitaire, soient plus familiers avec ces outils, parce que finalement, quelle que soit la voie qu'ils pratiqueront, qu'elle soit pour devenir notaire, pour devenir avocat ou pour même rentrer dans la magistrature, en fait, se familiariser avec ces outils-là serait certainement un grand plus. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être modifié dans la loi pour favoriser davantage les mardes en matière successorale ? On sait qu'il existe l'article 1360 du Code de procédure civile qui incite les parties à tenter des modes amiables. Qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment utile en pratique ? Effectivement, en matière successorale, on a ce fameux article 1360 qui impose à peine d'irrecevabilité de la demande, donc c'est une sanction qui est assez forte, de justifier de démarches amiables préalables avant la saisine du juge. Ce n'est pas en rajoutant un texte complémentaire, une obligation supplémentaire que ça fonctionnera, parce qu'en réalité, il y a un temps pour tout, et c'est plutôt une question de mentalité, c'est une question de volonté, de conditionnement et de mentalité, et qu'en réalité, c'est toute une société qu'il faudrait changer. En fait, quand il y a un désaccord, notamment dans une succession, mais ça vaut un peu dans tous les différents en matière familiale, se mettre autour de la table, si chacun y est là de manière volontaire, c'est le premier pas à partir duquel on peut construire quelque chose de solide. Mais si en réalité les interlocuteurs sont autour de la table de manière contrainte, on n'a même pas cet appui-là, qui est la volonté d'essayer de chercher une solution. Et si en réalité la motivation, elle est de répondre à une exigence légale, elle est quelquefois dilatoire, elle est quelquefois, en réalité, et en tout cas qu'elle n'est pas sincère, c'est une perte de temps et c'est source de pas mal de frustration. Quelle méthode privilégiez-vous ? Par exemple, plutôt la médiation, la conciliation ? C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est la conciliation, mais est-ce que dans la pratique, c'est le cas, effectivement ? Alors, je crois qu'il n'y a pas une méthode qui doit emporter nos suffrages, mais en fait, à chaque dossier, sa méthode.
en fonction des individus, en fonction du sujet qui est concerné. En fonction du confrère. En fonction de nos interlocuteurs, que ce soit les parties, mais aussi les confrères, les autres avocats, puis les autres professionnels, en fonction éventuellement d'une distance géographique. Il y a plein de paramètres qui peuvent être pris en ligne de compte et qui font que dans certains cas, il y a des dossiers qui se prêtent mieux à tel ou tel mode alternatif de règlement des conflits que d'autres. Justement, sur la médiation, quels critères considérez-vous comme déterminants pour décider si une affaire successorale pourra être appropriée pour la médiation? Et est-ce que justement il existe des cas où la médiation nous semble totalement impossible? Alors c'est vrai qu'en droit collaboratif, quand j'ai été formée, on me disait il faut attendre le dossier qui s'y prête. Et puis l'expérience venant, je pense que c'est pas aux professionnels de présélectionner un dossier pour une ou une autre méthode. C'est vraiment d'informer les parties sur les différentes voies qui existent, que ce soit le droit collaboratif, que ce soit la médiation, que ce soit une négociation via les avocats, que ce soit une négociation en incluant le notaire. En réalité, chacune de ces méthodes, chacune de ces voies a à la fois ses avantages, ses limites, ses difficultés. Et aujourd'hui, il me semble important que ce soit les parties elles-mêmes, et donc je veille, en tout cas autant que possible, à ce que ce soit les parties elles-mêmes qui, pleinement informées de ces différents modes amiables, choisissent celui avec lequel ils vont se sentir à l'aise, et puis celui qui sera aussi acceptable pour l'autre partie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Coralie. Il me semble que le choix d'un mode amiable de règlement des conflits suppose déjà que les interlocuteurs, effectivement, il faut les informer. Ça, jusque-là, je partage son point de vue. Mais ensuite, ça suppose déjà qu'on ait autour de la table les bonnes personnes. C'est-à-dire en arrivant à se ménager de l'influence des tiers, notamment dans un conflit successoral, le rôle du reste de la famille, des conjoints, des enfants, etc., peut avoir une influence assez négative ou positive d'ailleurs, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il faut qu'on ait autour de la table les bonnes personnes, celles qui sont concernées par le conflit familial et celles qui sont décisionnaires. Quels sont pour vous les avantages des modes alternatifs des différents? Est-ce que ça permet de réelles économies pour vos clients notamment? Est-ce que ça permet par exemple de préserver les relations familiales internes? Alors, préserver les relations, c'est l'objectif. Après, il faut être modeste sur nos ambitions et ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, j'ai souvenir un jour dans un dossier entre un frère et une sœur, et en sortant, ils avaient trouvé un accord, on avait réglé la succession amiablement, et pour autant, elle était extrêmement peinée à l'idée qu'ils ne se retrouveraient pas dans les prochaines réunions de famille, parce que voilà, il y a des degrés dans le maintien de la relation. Donc, c'est pas simplement juste la question de maintenir la qualité des relations, c'est aussi, je trouve, la créativité des solutions qu'on peut apporter. C'est-à-dire que devant le juge, d'abord le juge il a un rôle qui est exclusivement de répondre aux demandes qui lui sont formées, et il est limité aussi par un certain nombre de règles et de l'application de certaines règles, alors que quand on est en matière d'amiable, eh bien on peut trouver des solutions qui sont infiniment plus adaptées et coûts humains. Par exemple, là, j'ai le cas actuellement dans le règlement d'une succession, le patrimoine qui est constitué par le patrimoine de l'actif successoral, alors que l'un des héritiers occupe l'un des biens et que l'autre est une maison de vacances dans laquelle tout le monde souhaite aller, eh bien, ça ne permet pas de remplir chacun de ses droits, alors que si on y inclut un bien du patrimoine du conjoint survivant, eh bien, en fait, on a la possibilité de trouver une solution qui d'abord limitera le conflit au deuxième décès et puis qui permettra de solutionner les différences sur le règlement de la succession en cours. Eh bien, ce type de solution, ce ne sont pas des solutions judiciairement praticables. En fait, ça n'est envisageable que dans un cadre amiable. Et enfin, pour finir, est-ce que vous avez eu parfois du mal à contenir vos émotions face à une histoire familiale douloureuse, face à des cas très complexes de médiation? On est souvent dans ces dossiers de médiation, par exemple, ou de droit collaboratif, il y a vraiment un premier temps qui est un temps d'accueil du récit, de l'histoire, du vécu de chacun. Et donc, ce premier temps
met vraiment sur la table finalement les émotions, et puis on rentre un peu dans l'intimité finalement des familles. Et l'outil pour le coup de la reformulation est un outil qui permet à la fois d'être à la juste distance avec un accueil de cette histoire dont on prend vraiment pleinement la mesure, et en même temps une forme de mise à distance qui évite d'aller pleurer avec. Pour autant, je pense que nous avons les moyens de nous préserver. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas atteints ou frappés ou marqués par des situations parfois extrêmement émouvantes. Mais finalement, cette émotion, elle reconnecte le conflit avec une réalité humaine qui nous permet ensuite de trouver des pistes ou de rebondir sur des besoins qui auraient été, dans le cadre d'une procédure judiciaire, traduits par des demandes économiques, alors que l'expression de toute cette émotion, de tout ce vécu, et effectivement, comme disait Coralie, le fait de rentrer dans leur histoire, leur intimité, eh bien, ça nous ouvre aussi, là encore, le champ des possibles, parce que ça nous donne des ressorts pour pouvoir trouver d'autres solutions qui vont répondre à des besoins qui, encore une fois, n'auraient été traduits que par des demandes économiques, alors que derrière, il y a autre chose. Merci aux étudiantes qui ont participé, merci au cabinet Accordance pour leur intervention, et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt.